Donc, notre deuxième intervenant est le docteur Yao Félicité Amenuti. Il est coordinateur de projet chez Planète Paysan Togo et il se joint à nous pour aborder la dynamique régionale des espèces végétales envahissantes et les facteurs qui contribuent à leur propagation. Donc, bienvenue Yao. La parole est à vous. Vous pouvez partager votre écran. Merci beaucoup, madame. Bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Yao Félicité Amunti. Je suis agronome et je me suis spécialisé dans la gestion durable des ressources naturelles. Nous allons continuer la présentation dans la même vision que mon prédécesseur. Nous allons parler aujourd'hui des plantes envahissantes. Et donc, de mon côté, je vais essayer d'aborder le sujet sous l'angle comportements régionaux et facteurs d'expansion. Nous allons essayer de suivre ce plan. Nous allons partir d'une introduction générale, essayer de comprendre ce que c'est une plante envahissante, pourquoi elles deviennent envahissantes, pourquoi diffèrent-ils selon les régions, comment les gérer, les grands facteurs d'expansion, leur impact et gestion. Nous allons parler brièvement d'un cas pratique de comportement de la jansen d'eau au Togo. Et enfin, nous allons terminer par une conclusion générale. Alors, comme le monsieur Staffen vient de le dire, une espèce envahissante, exotique envahissante, est une espèce qui, en absence de prédateurs naturels, prolifèrent et perturbent les écosystèmes indigènes. Ici, vous pouvez voir à ma droite que nous avons, que ce soit des espèces dans le règne animal, végétal, microbien. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les espèces végétales. Oui, Monsieur Staffen venait de le dire, nous avons plus de 37 000 espèces exotiques recensées dans le monde. Et donc, dans les 37 000, nous avons environ 3 500 qui sont considérées comme envahissantes. Plus de 423 milliards de dollars par an sont dépensés pour lutter contre ces espèces envahissantes. Et donc, selon les derniers résultats, bien rapport de IBS 2023, les espèces envahissantes sont parmi les 5 causes principales de l'érosion de la biodiversité. Et nous avons les chutes de l'habitat. Comme monsieur Stéphane venait de le dire, nous avons la surexploitation, la pollution, le changement climatique et aussi la présence des espèces envahissantes. Alors, nous allons essayer de répondre à la question de monsieur Youssouf Koné. Pourquoi une plante inoffensive dans un pays, dans une aire, et puis elle devient tellement catastrophique dans une autre? Voilà cette question que nous allons essayer de dire ensemble. Ici, nous avons l'exemple de Pureria montana, qui est une plante, qui est une liane originaire de l'Amérique. Et de côté droit, elle devient envahissante. La même espèce qui est dans une région, qui est inoffensive, et après quelques temps, dans une autre région, dans un autre écosystème, dans un autre environnement, elle devient vraiment envahissante. C'est à cette question que nous allons essayer d'explorer aujourd'hui. Ici, est-ce que toutes les plantes exotiques sont-elles envahissantes? La question est non. Mais il y a une petite nuance puisque nous avons parlé que dans le monde entier, nous avons plus de 37 000 plantes qui sont exotiques. Et parmi les plantes exotiques, nous avons 3 500 qui sont envahissantes. Par exemple, si nous prenons l'exemple du maïs qui est originaire du Mexique, c'est une plante exotique, mais elle n'est pas envahissante. Le manioc qui est aussi une plante exotique, originaire de l'Amérique, une plante bien sûr exotique, mais n'est pas envahissante. Je voudrais que nous comprenions cette petite notion pour ne pas peut-être avoir ces abus linguistiques pour dire que ah, c'est une plante exotique, donc elle est envahissante. La réponse est non. Une plante peut être exotique, mais peut ne pas être envahissante. Alors, plante, dès qu'elle arrive dans une localité hors de son aire, en ce moment, on l'appelle une plante exotique. Alors, elle se naturalise, capable de survivre
et de se disperser sans l'intervention. Ensuite, elle se prolifère, capable de multiplier très rapidement. C'est au moment où cette plante a une prolifération rapide et a des impacts écologiques, sociaux et économiques, c'est en ce moment qu'on parle d'une plante exotique et envahissante. Donc, c'est dès la présence des, d'une espèce exotique, c'est en ce moment que l'on peut parler d'une plante exotique et envahissante. Donc, à notre connaissance, une plante peut être exotique et non envahissante. Une plante peut être se naturalisée seulement. Au moment où nous avons des impacts négatifs, négatifs, c'est en ce moment que nous pouvons parler d'une plante exotique et à la fois envahissante. Et donc, certaines plantes deviennent envahissantes, pas parce que elles ont décidé d'être envahissantes. Il y a certaines plantes, il y a deux grands facteurs qui définissent une invasion. Le succès d'une invasion, nous avons les facteurs intrinsèques, c'est-à-dire les facteurs liés directement à une espèce, à savoir sa génétique, sa biologie. Il y a certaines espèces qui ont cette facilité de se reproduire soit par voie végétative, soit par voie sexuelle. Donc, certaines plantes peuvent se développer très rapidement par soit par les boutures, les propangules. Donc, nous avons ce facteur lié à l'espèce qui est un facteur intrinsèque et nous avons aussi les facteurs extrinsèques qui sont, à savoir le climat et les activités humaines, les facteurs anthropiques. Avec les échanges commerciaux, la construction des barrages, le changement climatique, un climat, un environnement qui peut être riche en éléments nutritifs, un sol qui peut être riche en éléments nutritifs, tous ces facteurs peuvent accueillir une espèce qui a cette de se développer vite à devenir envahissante. Donc, une espèce à elle seule ne peut pas devenir envahissante si les conditions environnementales ne lui permettent pas d'avoir cette facilité de dépasser le développement des plantes locales, bien des plantes indigènes. Donc, ce sont ces deux grands facteurs, les facteurs intrinsèques et extrinsèques, qui déterminent le succès d'une invasion. Et donc, les comportements se différencient selon les régions. Monsieur nous parlait tout de suite de Kukuluna, qui est une plante envahissante, peut-être au bassin de Congo, ou bien au Congo, ou bien au Togo, ou bien au Ghana, mais qui ne l'est pas peut-être en Côte d'Ivoire. Ça peut s'expliquer. Parce que l'espèce en question, le Komolena, nous l'appelons ici chez nous Achampo, elle seule ne peut pas devenir une espèce envahissante dans une localité. Avant d'avoir cette possibilité ou de cette facilité de devenir une plante envahissante, il va falloir que les conditions locales lui permettent, à savoir le climat, les activités humaines, la pression d'introduction. Une espèce qui est peut-être faiblement introduite dans un pays peut ne pas devenir envahissante. Alors que la pression peut être grande, puissante en Côte d'Ivoire, alors en Côte d'Ivoire, la même espèce peut devenir envahissante et au Congo, bien au Cameroun, cette espèce n'est pas envahissante, elle est seulement naturalisée. Donc, pour la raison pour laquelle nous sommes en train de dire que le comportement change suivant les régions et suivant les conditions locales. La pression d'introduction, les communautés biologiques, la présence des nutriments, la perturbation du sol, la perturbation sur le plan physico-chimique du sol, toutes ces conditions environnementales et écosystémiques vont permettre à une plante qui jadis était inoffensive dans une localité de devenir envahissante dans une autre. Nous avons aussi l'absence ou la présence des ennemis naturels. Par exemple, si nous prenons le Cognac caspes, la Janssen 2 qui est originaire de l'Amérique du Sud,
En Amérique du Sud, cette plante est en harmonie avec la nature. La pression de développement n'est pas aussi forte. Au fur et à mesure que la plante se développe, il y a en même temps les ennemis naturels, les charançons qui sont en train de détruire la plante. Donc, elle n'arrive pas à être envahissante en Amérique, dans son aire d'origine. Mais au même moment, la même espèce est vraiment envahissante à Lomé, au Togo. Elle est envahissante dans le bassin de Congo. Donc, les climats, ben, le climat, le sol, la communauté biologique, les activités humaines, la pression d'introduction d'une localité à une autre détermine l'invasion d'une plante exotique qui peut devenir naturelle, naturalisée plutôt, ou envahissante. Donc, si nous prenons par exemple l'Echonia espèce qui est originaire d'Amérique du Sud, elle est fortement présente en Afrique de l'Ouest où elle colonise les rivières, les lacs, les lagunes. Le Chromo-Lena, elle est maintenant présente vraiment en Afrique de l'Ouest où elle envahit les jachères, les plantations et les forêts secondaires. Le Lantana camara, originaire de l'Amérique, de l'Asie, est fortement présent en Afrique australe où elle forme des forêts denses qui la régénération des forêts. Une plante qui empêche la régénération d'une forêt, automatiquement, ça permet de, de freiner les services écosystémiques. C'est tous ces services écosystémiques quantifiés qui ont permis au rapport de la Banque mondiale de dire que ces plantes causent d'énormes dégâts sur l'environnement. Par exemple, une plante qui peut, par exemple, empêcher les abeilles de se développer. Or, nous savons que les abeilles sont là pour la pollinisation. Si l'on doit investir de l'argent dans la pollinisation, ce sont des milliards. Mais la nature nous a donné des espèces pour nous permettre la pollinisation. Maintenant, une plante va venir détruire les espèces indigènes locales qui permettent d'accueillir ces abeilles pour permettre de donner un service écosystémique à la nature. D'où ces plantes envahissantes ont d'énormes dégâts, impacts, que ce soit sur le plan social, le plan économique ou le plan environnemental. Nous avons le Prospisia juliflora, qui est une plante introduite pour lutter normalement contre la désertification. Maintenant, elle est devenue une plante envahissante du point où elle colonise même les zones arides et remplace les espèces locales. Donc, beaucoup de facteurs définissent l'expansion des espèces envahissantes. Nous avons la mondialisation des échanges. Le transport, il y a souvent une expression qui dit que les plantes envahissantes n'ont pas de passeport, mais elles se présentent dans toutes les localités. C'est pour dire que c'est l'humain, c'est l'être humain qui déplace, qui fait déplacer au fait les plantes, les espèces, que ce soit par le bateau, le transport maritime, aérien. Nous avons aussi le commerce horticole. C'est l'une des grandes sources d'introduction volontaire, ici bien, je dis bien volontaire et non accidentelle, des plantes envahissantes. La jacinthe a été introduite dans le bassin du Congo par les Belges qui étaient venus, qui ont pris la jacinthe comme une plante ornementale. En voyant la fleur attrayante, ils l'ont introduite dans le bassin. Plus tard, cette même plante est devenue vraiment envahissante. L'urbanisation, le fait de construire les terrains de foot, les terrains de jeu, les grandes entreprises, ça, l'écosystème. Et donc, l'écosystème local devient de plus en plus vulnérable à accueillir les espèces résilientes pour subir les pressions d'introduction. Ce qui fait que, moins de choses, une plante qui était vraiment inoffensive dans une localité devient très rapidement envahissante jusqu'à produire des impacts négatifs sur l'environnement. Nous avons aussi la plage qui empêche l'écoulement vraiment de l'eau, la stagnation, la sédimentation. Toutes ces choses entraînent l'introduction, bien, le développement, le développement envahissant. Ici, je voudrais parler et profiter en même temps répondre à la question où il y a un monsieur qui nous demandait à savoir est-ce qu'une plante
envahissante est seulement négative ou bien a seulement peut-être des conséquences négatives ou bien conséquences positives. Une plante envahissante peut avoir des conséquences positives. Par exemple, si nous prenons la jansen d'eau dans une eau permet la phytoremédiation. La phytoremédiation, c'est ce mécanisme qui permet aux plantes d'aspirer les éléments, par exemple les métaux lourds, les éléments traces métalliques dans une eau vraiment très polluée. Nous savons que la constitution de la sédimentation est donc automatiquement une zone polluée, eutrophisée, riche en éléments nutritifs, l'azote, le phosphore, peut permettre le développement rapide des espèces envahissantes aquatiques. Non pas, au fait, pour nuire. Ces plantes sont venues pour, au fait, vouloir purifier l'eau. C'est le jeu de la nature. C'est comme ça que Dieu a créé la nature, au fait, que nous, la nature même, elle-même se régularise. Mais c'est la pression, les facteurs anthropiques qui poussent exactement ces plantes à devenir plus envahissantes. Donc, la présence de la jansen d'eau n'a pas forcément une conséquence négative. Elle a aussi une conséquence positive qui est de purifier de l'eau. Mais est-ce que dans ce sens, nous allons dire que la jansen d'eau est une plante exotique qui n'a pas de conséquences négatives? La réponse est non. Puisque selon l'Union internationale de la conservation de la nature, UICN, elle dit, peu importe le caractère positif, les conséquences positives de la jansen d'eau des plantes envahissantes, on ne pourra jamais et en aucun cas encourager l'introduction d'une plante exotique envahissante. Donc, bien sûr, la présence des plantes envahissantes ont des conséquences positives, mais nous ne pourrons jamais conseiller une organisation de vouloir introduire ces plantes pour des faits commerciaux ou bien pour des faits économiques. L'idée idéale, c'est de contrôler, sinon d'éradiquer les plantes envahissantes. L'agriculture aussi nous pousse à avoir vraiment l'expansion de, de ces plantes envahissantes. Maintenant, un grand dernier point est que les interactions entre tous ces facteurs, c'est ça le développement rapide d'une espèce envahissante. Nous avons aussi l'eutrophisation qui est un milieu très riche en azote, en phosphore qui peut être dû à l'utilisation des pesticides, des déchets, des ordures domestiques, les effluents, les industries qui jettent des eaux usées. Tout ça permet de diriger l'eau, de canaliser l'eau vers les barrages, vers les retenues d'eau, vers les étangs, vers les mares, qui, après un moment, devient eutrophisé. C'est-à-dire le milieu devient très riche et automatiquement, les plantes exotiques envahissantes vont tout de suite envahir ces milieux, ces zones humides. Donc, beaucoup de facteurs sont à la cause d'expansion de, de, de plantes envahissantes. Si nous prenons le cas de l'Afrique, qui est un contexte particulier, le continent africain présente plusieurs caractéristiques qui renforcent la vulnérabilité aux logiques. Nous avons une urbanisation rapide, c'est maintenant que l'Afrique s'urbanise. Nous avons aussi une croissance démographique très élevée. Or, nous savons que l'une des sources d'expansion, d'introduction des plantes envahissantes, c'est les humains. Donc, avec une croissance démographique élevée, nous avons aussi ce risque d'augmenter l'introduction de ces plantes envahissantes. Nous avons aussi une forte dépendance aux ressources naturelles. Nous n'arrivons pas à développer, à innover pour essayer d'aider la nature à se régénérer d'elle-même. Chaque fois, c'est une surexploitation à tel point que le milieu est vulnérable. Moins de choses, le milieu est atteint. Donc, nous avons aussi une intensification où chaque fois nous devons commander les choses depuis la Chine, nos frontières qui sont poreuses, les introductions des choses. Un grand frère qui peut partir au Ghana en venant, il va trouver une bouture de manioc. Ah, j'ai trouvé ça là-bas, les maniocs étaient bien, ça fait bien un bon foufou. Alors, donnez-moi quelques plantules. Il traverse la frontière, il vient au Togo, il plante deux, trois emprunts. Après, cette plante devient envahissante. Donc, nous avons vraiment beaucoup de soucis en Afrique
qui concerne les facteurs d'expansion des plantes envahissantes. Ici, nous avons des impacts, les impacts sur la biodiversité, c'est déjà dit, les impacts sur l'agriculture ou une plante envahissante. Dans le cas de l'agriculture dans un contexte agricole où elle devient une mauvaise herbe ou une adventice qui peut permettre la concurrence des éléments nutritifs avec l'espèce mère, ou soit une espèce, bon, plutôt une plante qui est dans le même genre avec une autre, peut avoir une hybridation. Nous avons aussi beaucoup de problèmes causés par l'introduction des plantes envahissantes. Nous avons aussi ces impacts sur la pêche, par exemple la jansen ou bien les plantes aquatiques envahissantes qui couvrent toute la superficie des zones humides à tel point que les pêcheurs n'arrivent même plus à aller pêcher. La lumière ne rentre plus dans l'eau, ce qui empêche ces planctons de se développer. Nous avons aussi ces impacts économiques, ces impacts sur la ressource en eau, puisque nous savons par exemple les espèces exotiques envahissantes aquatiques, une fois étalées sur la superficie de l'eau, font de la respiration et de la transpiration. Donc, ça fait que nous en aurons vraiment l'eau qui va s'évaporer. Donc, c'est des facteurs où peut-être il y a des chercheurs parmi nous aussi qui peuvent développer pour leur sujet de master, ou bien de thèse, ou bien des articles de publication. Et donc, comment est-ce que nous pouvons gérer rapidement ces plantes envahissantes? Nous pouvons d'abord commencer par une prévention et ensuite une détection précoce. M. Stéphane nous a parlé de la détection, donc je vais faire économie de mots. Et puis, nous allons toujours aussi parler du contrôle. Il y a aussi une anecdote que nous disons dans la gestion des plantes envahissantes. Dans la gestion des plantes envahissantes, les experts ne parlent pas trop d'éradication. On parle de contrôle. On parle de contrôle. Puisque selon la bibliographie ou bien la synthèse bibliographique, une plante exotique envahissante déjà installée, ayant des impacts dans une localité, c'est difficile, voire impossible de l'éradiquer. Donc, ce sont les moyens de contrôle qu'on fait pour diminuer le taux d'infestation par rapport au normal. Donc, voilà un peu les stratégies de gestion que nous pouvons mener. Nous pouvons mener aussi des stratégies de restauration. Nous pouvons faire des études de cohabitation, comme je l'ai dit, pour permettre d'introduire des nouvelles espèces locales pour entraîner une cohabitation entre les espèces exotiques pour limiter les dégâts causés par ces espèces exotiques. Et donc, les moyens peuvent être mécaniques, chimiques, biologiques et écologiques. Et voilà un peu quelques images ici. Et selon les méthodes, nous avons aussi les avantages et les limites. Les moyens mécaniques sont vraiment coûteuses, quand bien même qu'elles sont rapides, mais elles causent aussi des dégâts environnementaux. Désolé, ce sont les moyens chimiques qui causent des dégâts environnementaux, la poudre du milieu. La méthode biologique permet vraiment une gestion durable, mais elle est vraiment plus ou moins à long terme, puisque c'est maintenant vous allez vouloir introduire peut-être rongeurs, des nématodes, ou soit des insectes, des coléoptères pour venir ronger. Il va falloir que vous étudiez bien sûr le milieu avant introduction. Sinon, en voulant introduire une autre espèce, que ça soit dans le règne animal, végétal, ou microbiennes, puisque nous pouvons aussi introduire des champignons, des bactéries pour lutter contre les espèces. Il va falloir qu'on fasse vraiment une étude locale pour savoir est-ce que cette espèce que nous voulons introduire ne deviendra pas plus tard une espèce envahissante, bien compétitive. Donc voilà qu'il y a beaucoup de travaux à faire en amont et en aval, surtout sur la méthode biologique. Ici, je voudrais très rapidement un cas pratique de comportement de la jacinthe d'eau au Togo. Pourquoi dans le même pays, dans la même région, dans la même préfecture, nous avons certaines zones qui sont vraiment envahies par la jacinthe d'eau et dans d'autres régions, dans la même préfecture, d'autres régions ne sont pas envahies. Donc, c'est juste pour répondre à la question du comportement que une plante peut être envahissante dans une localité et ne pas être inoffensive
et ne peut être offensive dans une autre localité. Donc ici, par exemple, vous voyez, le point vert représente les zones non infestées. Ici, la carte, c'est un travail que nous avons fait quand je faisais ma thèse de doctorat. Donc voilà un travail que nous avons fait. Donc le point vert représente les zones non infestées et les points rouges représentent les zones infestées. Si vous remarquez bien, nous avons une répartition asymétrique. Les points rouges ont tendance à se regrouper dans une seule localité, les zones infestées, et les points verts sont aussi dans une autre localité. Cela peut être expliqué par la pente topographique naturelle du Grand Levé qui va de l'ouest vers l'est. Donc, se dirigeant vers l'est permet l'écoulement rapide de l'eau et une stagnation de l'eau. Donc, nous savons que quand il y a une stagnation, elle se développe très rapidement et facilement. Donc, vous voyez que dans la même région, dans la même préfecture, dans la même commune, nous voyons qu'on a tendance à avoir un regroupement de l'invasion dans une localité et dans une autre localité, dans la même préfecture, il n'y a pas d'invasion. Donc voilà pour confirmer un peu que l'espèce à elle seule n'est pas envahissante sans les conditions environnementales du milieu. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que toutes les espèces exotiques ne sont pas envahissantes à retenir. Toutes les espèces exotiques ne sont pas envahissantes. La preuve, le maïs que nous prenons pour faire la pâte, nous on appelle ça la pâte. Je pense que les Ivoiriens appellent ça kabato. Le maïs que nous prenons pour faire la pâte, c'est une plante exotique, mais elle n'est pas envahissante. Le manioc que nous prenons pour faire le foufou ou bien la tchéké, c'est bien sûr une plante exotique, mais elle n'est pas envahissante. Deuxième point à retenir, les plantes envahissantes ne sont pas intrinsèquement dangereuses partout. Promouler dangereuse dans le bassin du Congo, mais demeure toujours inoffensive en Côte d'Ivoire. Elle le devient lorsque les conditions écologiques et anthropiques favorisent leur établissement, leur expansion et leur impact. Et donc, la prévention reste toujours la meilleure stratégie. Nous n'allons pas attendre que le milieu soit infesté avant de vouloir éradiquer. Je venais de le dire tantôt que l'éradication est impossible, sinon c'est la prévention et le contrôle du taux d'infestation qui est très importante. Donc, la meilleure façon, la meilleure stratégie de gérer les plantes envahissantes, c'est la prévention. Et donc, Madame Laetitia, je suis à la fin de ma présentation. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, docteur Ameniti. Si vous pouvez Bon. utiliser vos emojis préférés pour le féliciter. J'aimerais quand même prendre quelques questions parce qu'il y a des personnes qui ont des mains levées depuis avant qu'on ne passe au, à notre troisième expert. Et il y a une question intéressante dans le chat que je vais lire. La personne demande, c'est Monsieur Gervais Yadé qui demande, les plantes envahissantes sont-elles la crise écologique silencieuse de l'Afrique? Et puis, dans cet élan-là, je vais donner la parole à Monsieur Iraghi Landry. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Bonjour à tous. Bon, au fait, pour moi, c'est pas une question, juste des suggestions et partager mon expérience. Je suis Iraghi Landry de l'Université officielle de Bukavu. Au fait, j'ai beaucoup suivi avec intérêt les présentateurs que je félicite. Je les félicite. Et au fait, on a parlé des espèces exotiques, invasives, mais on s'est focalisé sur un petit nombre d'espèces. Et d'autres, on les a passés, donc on n'a pas pris en compte d'autres espèces. Et selon mon expérience ici à Bukavu,
Et je suis en train de travailler sur une base de données de l'Université officielle de Bukavu qui a inventorié les espèces. Et donc, depuis 2005 à 2023, donc une base de données de 17 ans. Et qu'est-ce que moi j'ai trouvé? Et donc, j'ai trouvé qu'il y a 224 espèces donc, en globalité dans la ville de Bukavu, et dont 346 sont des espèces exotiques. Et dans ces espèces exotiques-là, il y a 97 qui sont devenues des espèces spontanées. Et quand on parle des espèces spontanées, c'est-à-dire que ce n'est plus l'homme qui intervient pour que ces espèces puissent se reproduire. Et malheureusement, pour ces 97 espèces, il n'y a qu'une espèce déjà qui a déjà fait l'étude et on a trouvé que l'espèce-là est invasive. Et l'espèce, c'est l'Antana camara. Mais pour les 96 autres espèces, il n'y a pas d'étude qui a déjà été faite. Et donc, c'est pourquoi je recommanderais aux experts peut-être d'étendre les études sur d'autres espèces dans d'autres régions. Et donc, les espèces exotiques là, parce que la majorité des espèces là ne sont pas étudiées. On ne sait pas quels sont les inconvénients de ces espèces dans les milieux donnés. Voici, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vais donner la parole à Monsieur Serge. Oui, merci Madame Laetitia pour la parole. Merci aux intervenants pour leur présentation. Alors, j'ai un certain nombre de questions, mais je vais quand même résumer certaines. Ma première question, j'aurais bien aimé encore la poser la première fois, mais elle reste valable même juste après le troisième intervenant. Il s'agit du terme général de plantes envahissantes. Je vais d'abord illustrer avant de poser la question. Je prends le premier cas du mimosa, la plante que M. Mbokolo avait évoquée. C'est vrai, le mimosa, il est, comme vous dites, une plante invasive, mais nous avons constaté déjà qu'en général, la plupart de ces espèces, le mimosa, le Chromonella odorata, le Tithonia diversifolia, ce sont des plantes très nutritives pour le sol et riches en azote et autres éléments minéraux dont les plantes ont besoin. C'est ça leur caractéristique commune, du moins pour ces plantes-là. Ce qui fait même que dans les zones où il y a le maraîchage intensif, souvent les maraîchers vont chercher ces feuilles-là pour les enfouir et ils les utilisent comme engrais naturel et ça donne de très bons résultats. Le mimosa, il y a même une région spécifique dans le Grand Katanga, autour de Kanyama. Le mimosa maintenant est cultivé à des fins agricoles. On constate que le mimosa augmente sensiblement les rendements de culture de maïs et de manioc, voire même de haricots après. Ce qui fait même que les paysans multiplient le mimosa. Les semences de mimosa se vendent maintenant et c'est intégré dans le cycle de production de maïs chez les paysans. Le cas, c'est dans la même région, on utilise aussi le Tithonia diversifolia. On le multiplie même abondamment. Le Chromonella odorata, il a même l'avantage, c'est qu'il résiste sous ombrage. Sous les arbres, il prolifère et il croît très bien. Maintenant, on l'a intégré même dans certaines cultures fruitières. Au lieu de mettre certaines plantes de couverture qui sont exigeantes en termes de travail, on laisse le Chromonella avancer et on le tond régulièrement pour faire en même temps un paillis et multiplier la quantité de Chromonella. Alors, madame, au regard de cela, je pose la question aux environnementalistes. Vous ne trouvez pas que l'approche plante invasive, plante envahissante, il y a même la question qui a été posée pour dire que ça peut être la crise écologique de l'Afrique. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette approche environnementaliste est alarmiste et terrorisant? Et on devrait plutôt être dans une vue, revoir ce terme, dans une vue d'adaptation, dans une vision de gestion intégrée, dans une biodiversité harmonieuse. Voilà ma question, je la répète. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'approche des plantes invasives, plantes envahissantes,
voire même avec la question qui en découle, que ça serait la crise écologique de l'Afrique, est un terme terrorisant, alarmiste, et qu'on devrait revoir Vous avez ces compris? termes en vue de l'adapter dans une vision de gestion intégrée d'une biodiversité harmonieuse. Voilà ma première question. Et la deuxième question, madame, quand je prends une partie de l'intervention de M. Yao par rapport à la jacinthe, vous verrez qu'autour de ça, on va parler de l'eutrophisation. Donc, en quelque sorte, c'est l'une des conséquences de l'agriculture intensive. C'est l'accumulation des nutriments qui parfois, ou la plupart de fois, facilite cette prolifération. Ça veut dire, quand je remonte, c'est que la cause principale et le bénéficiaire même principal de recherche environnementale et de la biodiversité, c'est l'agriculture. Alors, nous constatons malheureusement au jour d'aujourd'hui que l'environnement et ses sciences et ses différentes disciplines constituent une bulle dictatrice centrée sur elle-même. C'est un cycle qui va de environnement, écologie, biodiversité, écosystème, changement climatique, et ça revient sur l'environnement. Et au centre de ce cycle, nous avons les États et les ONG qui, sur base de recherche des environnementalistes, prennent des décisions, et souvent même c'est des décisions qui s'imposent aux agriculteurs, qui constituent plus de 60% de la population paysanne africaine. On leur impose des solutions de vue strictement environnementale, sans tenir compte de l'avantage de ce que cela représente pour les paysans et pour les agriculteurs. M. Yao a même dit qu'il y a une décision prise avec une certaine structure que l'on ne peut pas encourager à une entreprise. Autrement dit, on ne peut pas permettre d'introduire une plante dite envahissante. Vous voyez, c'est une dictature que nous constatons malheureusement qui s'impose au détriment de la plupart des bénéficiaires. À notre avis, nous pensons que l'environnement devait présider à la régulation de l'environnement pour une vie harmonieuse et équilibrée des écosystèmes. Ça veut dire que l'environnement concerne l'équilibre des écosystèmes et toutes les décisions qui doivent être prises doivent bénéficier à tous les membres des écosystèmes. Ça veut dire même ces plantes que nous qualifions d'envahissantes font partie de l'écosystème et de la biodiversité. Les décisions que nous prenons doivent les concerner aussi, ainsi de suite. Voilà mes deux questions, madame. J'en arrête là pour l'instant. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces deux questions très profondes. Je vais donner la parole à Docteur Amenuti. D'accord. Merci beaucoup. Merci à Monsieur Serge pour son intervention. Je n'avais pas, désolé, bien noté la première question, mais pour la deuxième question, je vais essayer de la répondre très rapidement. Je ne pense pas que ça soit vraiment une décision dictatoriale comme vous le pensez, puisque vous savez que nous sommes dans une dimension de développement durable. Et donc, la décision pour un projet, pour n'importe quelle chose, il va falloir qu'on ait trois dimensions: environnementale, sociale et économique. C'est un agriculteur lambda qui peine à faire 1000 euros comme chiffre d'affaires par mois. C'est pas à cause de lui ou bien à cause de trois agriculteurs qui ont ce besoin économique de 500 et 5000 € qu'on va endommager toute une planète. Je prends l'exemple, par exemple, désolé si je prends toujours l'exemple de la Janssen d'eau. Janssen d'eau qui peut vraiment bloquer tout, peut-être lac Victoria, à tel point que ça cause des inondations. L'on dépense plus de peut-être 2 millions de dollars pour essayer de contrôler l'envahissement de cette plante sur le lac Victoria. La présence de la Janssen d'eau augmente
le développement des moustiques. Donc déjà, ça a un impact social sur les riverains. Toutes ces sommes que l'on dépense pour dédommager les riverains, les barrages hydroélectriques, ce sont des milliards. Ce sont des milliards. Donc, c'est pour dire quoi? L'impact est plus que l'avantage, au fait. Si on protégeait bien l'agriculture, on n'allait pas avoir assez d'éléments nutritifs dans les eaux pour permettre le pullulement des plantes exotiques envahissantes aquatiques. Donc, c'est pour dire quoi? Peu importe que ce soit dans nos vies actives, dans nos divers projets, quand nous allons prendre une décision, pensons toujours aux trois dimensions des ODD: impact environnemental, social et économique. On ne peut pas se baser sur deux, trois agriculteurs pour prendre une décision. Par exemple, selon le rapport de la Banque mondiale en 2023, plus de 423 milliards de dollars, pas de naira, pas de CFA, 423 milliards de dollars pour lutter contre les plantes envahissantes. Ah, si on prenait ça, on va développer nos pays africains. On va créer les agropoles. Donc, c'est pour dire que, en termes de quantification des dégâts, les plantes envahissantes coûtent, leur gestion coûte extrêmement cher que de vouloir donner à trois, quatre producteurs, à une entreprise, une industrie importer de la jansen d'eau, développer le développement, ou bien favoriser le développement de la jansen d'eau pour transformer, pour faire de la vannerie, pour faire des feuilles. Plutôt essayer de limiter l'introduction et vouloir le contrôler, pas vouloir le valoriser. Donc, la meilleure façon, c'est la précaution et non la valorisation. La valorisation, c'est un moyen de gestion. Donc, voilà ce que je peux dire pour la première question. La deuxième question. Mais pour la première question, comme je le disais, je n'avais pas bien saisi. Je ne sais pas s'il peut le dire, monsieur peut le répéter ou bien nous allons continuer. Merci, madame. Oui, Monsieur Yao, la question est celle-ci. Ben, je suis tout à fait d'accord par rapport à ce que vous venez de dire. Mais du moins, nous ne remettons pas en cause, nous ne remettons pas en question le côté invasif et les conséquences négatives de certaines de ces plantes dans certaines des régions. Vous l'avez aussi même dit dans la présentation que nous devons être très prudents pour faire cette spécification-là. Mais nous pensons que, nous constatons malheureusement que c'est alarmiste. Justement, ma question, est-ce que vous ne trouvez pas que l'approche, même le terme de plantes invasives, de plantes envahissantes, que les environnementalistes, parce que c'est plus une appellation des environnementalistes, c'est une approche alarmiste, voire terrorisante, et qu'on devrait plutôt revoir cette appellation dans le cadre d'une gestion harmonieuse de la biodiversité. Monsieur Yao, vous allez être d'accord, vous êtes d'accord avec moi que la jacinthe d'eau ne bloque pas tous les dizaines de barrages que nous avons en Afrique. C'est dans quelques zones un pourcentage relativement faible. Mais pourquoi on devrait être aussi terrorisant et alarmiste, appeler même, dire même que c'est une crise dans le contexte de l'Afrique? D'accord. D'accord. Euh, Si je peux en rajouter, il précisait que dans son domaine, en tant qu'agriculteur, ils utilisent la jacinthe d'eau en fait parce que c'est bon pour le sol. Ils l'utilisent comme engrais naturel. Et même la mimosa, par exemple, ils vont utiliser ça en fait pour améliorer le rendement du maïs. Donc, c'est voilà. C'était juste pour ajouter à sa question. ok, merci beaucoup. Je pense, je trouve très intéressant la partie où vous venez d'ajouter. Je pense que si monsieur Serge sera là, peut-être le 1er décembre, sur le même plateau, nous aurons présenté les conséquences gérées de la janssen d'eau. Si il y a une question qui se cache derrière l'utilisation, bien la valuation de la janssen d'eau comme engrais organique, comme je venais de suivre un peu ma logique, la janssen d'eau, une plante
exotique envahissante qui a une propriété phytorémédiateur. Cette plante joue un rôle de phytorémédiation où elle peut capter, purifier l'eau. Donc, vous convenez avec moi que, entre-temps, les métaux lourds, les éléments traces métalliques, c'est-à-dire l'arsenic, le plomb, le zinc, le mercure, et entre-temps, captés dans l'eau, sont toujours restés dans la plante. Donc, c'est cette même plante qu'on prend pour valoriser, pour faire du compost. Donc, ce qui veut dire que nous sommes en train juste de déplacer un problème d'un lieu à un autre lieu. Ça, mais nous allons parler de ça peut-être le 1er décembre, si Dieu nous permet. Mais, juste pas pour le décourager, nous allons mener une étude dans ce sens. Effectivement, nous avons fait des dosages, des caractérisations où ça dépend aussi de là où vous avez prélevé de la janssine d'eau. Sinon, vous risquez de transporter un problème dans l'eau pour mettre dans votre assiette. Si nous quantifions tout ça, nous allons comprendre que, en réalité, les impacts sociaux, environnementaux et économiques sont toujours là. Nous faisons juste de déplacer de lieu en lieu. Donc, ce n'est pas alarmant de dire qu'ils sont terroristes. Ils ont bien, sont des crises silencieuses. Effectivement, ce sont des crises silencieuses. Merci beaucoup à M. Serge. Nous allons continuer. Ok, d'accord. Ben, merci beaucoup, docteur.